Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve pour un nouveau vlog sur un film de Yann Gozlan. J'avais bien déterminé dans ma première vidéo sur lui, j'avais fini un vlog sur son deuxième film, Un homme idéal, qui était également avec Pierre Ninet, qui jouait également un personnage qui s'appelait Mathieu Vasseur d'ailleurs. J'avais supputé qu'il était plus ou moins breton, Yann déjà, et que ça devait se prononcer Gozlan et pas Gozlan, et j'ai bien deviné du coup. Il revient donc avec un nouveau thriller, après Captif également, qui était son premier film, et Burnout, que j'avais pas vu pour le coup, qui était sorti il y a quelques années avec François Civil dans le rôle principal, qui était plus film orienté action pour le coup, et ça m'avait un petit peu moins intéressé. Cette fois-ci, il revient avec un thriller autour d'un crash aérien. Mathieu est un analyste, un technicien qui analyse l'audio dans les boîtes noires lors des crashs aériens, ou s'il n'y a pas de boîte noire dans les autres fichiers audio qui sont disponibles, pour essayer de déterminer quelle peut être la cause du crash, une défaillance technique quelconque, ou un problème dans la cabine, essayer de déchiffrer les dialogues s'il y a trop de bruit au-dessus, etc., etc. Et il se voit confier le dossier du crash d'un A800 en pleine montagne. La personne qui était responsable de l'enquête avant lui a disparu et il va commencer à avoir des doutes sur les causes réelles du crash, sur ce qui est contenu dans la boîte noire. Et petit à petit, il va devenir de plus en plus paranoïaque et essayer de remonter toute une affaire qui semble extrêmement compliquée, alambiquée. Il va devoir essayer de dénicher la vérité parmi toutes les preuves qu'il a sous les yeux. Je dois dire que je suis assez surpris du nombre de points communs que j'ai vus entre ce film et Le Chant du Loup. Pendant quasi toute la projection, j'étais persuadé que le réalisateur était aussi le réalisateur du Chant du Loup, parce que tu retrouves énormément de points de ce film-là. Il y a ce focus sur une espèce d'organisation plus ou moins étatique. Je sais pas qui dirige le BEA, le bureau qui étudie du coup les crashs d'avions. Je suppose que ça doit quand même être un truc plus ou moins étatique. Mais du coup, je vois un petit point commun entre ça et l'armée qui était dans Le Chant du Loup. Et surtout, le fait de se concentrer sur une oreille, une personne qui a un métier et un don pour l'écoute en particulier. Et j'ai même l'impression que le personnage de Mathieu, donc que joue Pierre Ninet dans ce film, souffre d'hyperacoustique, était plus ou moins ce qu'avait le personnage dans Le Chant du Loup. Je sais pas, j'ai pas vu Le Chant du Loup depuis très longtemps, enfin depuis sa projection en salle. J'arrive plus à me souvenir s'il avait vraiment une maladie, mais en tout cas, je sais qu'il avait une oreille qui était particulièrement entraînée, qui était particulièrement sensible. Peut-être que je confonds avec le personnage de Jean-Paul Rouve dans Poupoupidou, mais il a vraiment un truc particulier avec le son. Il entend à certains moments le son le submerge complètement quand il est dans des grandes réunions avec beaucoup de personnes, quand il y a beaucoup de gens qui parlent dans les restaurants, etc. Il se met à avoir des espèces de crises où il est assailli de sons de partout et il est obligé de mettre des écouteurs particuliers pour cacher du coup ses oreilles et essayer d'atténuer le son. Et donc du coup j'ai vu pas mal de points communs avec ça et pendant presque tout le film j'étais persuadé que c'était le même mec en fait et que du coup on pouvait tisser des liens entre les deux films. Et finalement en rentrant chez moi je me suis rendu compte que non, pas du tout, le mec avait pas du tout réalisé Le Chant du Loup. Mais c'est vrai que on retrouve certains points communs à ce niveau-là. Un travail également du suspense qui était aussi présent dans Le Chant du Loup et qui est pour le coup présent dans la plupart du cinéma de Yann Gozlan. Pourquoi j'arrête pas de vouloir dire Gonzlan? Oui, Gozlan. Je suis désolé si jamais il y en a un qui m'échappe, je vous ai prévenu, mais c'est Gozlan. Il a un travail comme ça du suspense dans la plupart de ses films. Captif, c'était deux personnages qui devaient essayer de s'échapper. Un homme idéal, c'était un mec qui avait mis en place un énorme mensonge et qui était pourchassé par son mensonge pendant toute sa vie et toute sa carrière professionnelle. Burnout, je l'ai pas vu, mais j'avais vu les bandes annonces et j'ai l'impression qu'il y a aussi ce sentiment de suspense, de tension constante pendant le film, où le mec semble vouloir échapper à quelque chose, etc., etc. Donc ça a l'air d'être vraiment une marque de fabrique de son cinéma. Et je dois dire que ça marche pas trop mal pour ce film-là. Je suis pas complètement convaincu non plus. Je vois tous les critiques sortir des grands trucs très laudatifs sur oh mon dieu c'est un thriller épatant, etc. On est collé à notre siège, etc. Un thriller de haut vol, j'en ai vu certains dire pour faire la blague. Je vais pas me moquer parce que je fais des blagues qui sont du même genre régulièrement. J'irai pas jusque là non plus. Je dois dire que j'ai pas trop senti non plus le côté ultra stressant et suspense du coup du film. J'étais pas complètement collé à la fin de mon siège. Le moment où j'étais le plus en angoisse, c'est le moment où il est en train d'écouter une musique à fond et enfin une musique, un bruit à fond. Et il y a un chien qui débarque à la fenêtre de sa voiture tout d'un coup et donc évidemment ça le surprend et ça m'a surpris aussi. Et là pour le coup j'ai le cœur qui est mis à battre la chamade à fond. Mais sinon j'étais pas vraiment en tension dans le film. Je trouvais que c'était pas si travaillé avec ça. Globalement, tu sens que le mec est quand même plutôt tranquille. Il peut de temps en temps avoir des moments où il a l'impression d'être poursuivi et il peut se faire des films, etc. Il devient un peu paranoïaque. Mais je trouve que ça gagne pas tant que ça le film au final. Le mystère en lui-même est plutôt bien foutu, il est plutôt accrocheur. Je dirais cela dit que il a envie de faire tout un truc par rapport aux technologies en général, et notamment les technologies dans l'aviation, parce que il y a tout un tas de problèmes et de débats en ce moment par rapport à l'automatisation des avions qui, en principe, pour éviter les accidents, mais qui parfois peut provoquer des accidents. Apparemment, quand il a écrit le film, il y a eu un crash qui était justement provoqué par un problème de matériel défaillant, et c'est une des hypothèses qui est étudiée pendant le film. Et tu vois qu'il essaye à fond de mettre l'accent sur le côté technologique. Il y a énormément de choses du coup dans ce film qui passent à travers des ordinateurs, qui passent à travers de la connectivité, qui passent à travers tout un tas de choses qu'on peut faire avec son portable, avec ses tablettes, son ordinateur, etc., etc. Du bien comme du moins bon.
d'ailleurs. C'est pas forcément un truc totalement négatif par rapport à la technologie, mais tu sens que c'est effectivement le sujet qui est abordé du coup dans le film en bonne partie, même s'il n'y a pas que ça. Le mystère est plus épais que ça. Mais je dirais que justement, à certains moments, le mystère se prend un peu les pieds dans le tapis. Pour vous donner un exemple du genre de truc un peu farfelu qui se produit, il y a un GPS qui te crée des routes là où il y en a pas. Qui te fait des routes au milieu de la campagne qui n'ont jamais dû être enregistrées dans quoi que ce soit, qui te permet de tracer ton chemin vers un truc qui n'est pas du tout signalé. Je vais pas aller trop dans le détail, mais tu vois que le truc est un petit peu bizarrement foutu quand même. Au moment où arrivent toutes les révélations de la fin, tu te dis, ça paraît bizarre que ça se soit déroulé comme ça, que ces personnes n'aient pas su gérer ce qu'elles étaient en train de faire. J'essaie de pas spoiler, mais il y a un moment où le truc échappe au contrôle, et tu te demandes vraiment comment ces personnages peuvent voir le contrôle leur échapper à ce point-là. Ce sont censés être des professionnels de cette chose en particulier. C'est compliqué de parler de ce genre de choses sans spoiler, mais j'ai trouvé que c'était un petit peu farfelu. Et quand tu as ces révélations finales, t'as autre chose qui accompagne ces révélations finales. Et le fait que le truc se lance comme ça d'un coup tout seul de façon automatisée, tu comprends pas. En t'y connaissant un petit peu en informatique, tu sais qu'il y a pas de moyen de lancer ce truc automatiquement et que ça puisse arriver à ce moment-là, et que tu sens que c'est trop cinématographique, que c'est trop théâtral, et que en vrai ça n'a pas vraiment beaucoup de chances de se produire, quoi. C'est un petit peu particulier. Et c'est marrant parce que je crois j'ai revu vite fait mon vlog sur Un homme idéal, et j'avais à peu près les mêmes critiques. J'avais dit qu'à un moment il y avait un côté où ça allait un peu trop loin, ça s'en mêlait un petit peu trop dans Un homme idéal. C'était par rapport au Crass qui s'enchaînait un peu trop. Je vais vous avouer que je sais plus de quoi je parlais vraiment à l'époque, j'ai pas revu le film récemment non plus, mais j'ai l'impression qu'apparemment c'est un de ses soucis dans ses scénarios, c'est qu'il y a un moment où il veut que son mystère puisse arriver, et pour faire fonctionner son mystère, il fait des trucs qui sont un petit peu des contresens par rapport même à la base du mystère et par rapport au fonctionnement des révélations, des trucs dans ce genre-là. Donc ouais, j'ai trouvé que c'était un petit peu exagéré quand même à certains moments, et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai eu un petit peu de mal à me faire happer du coup par le stress. Je dirais peut-être aussi, et alors là ça me surprend énormément parce que ma critique sur Un homme idéal disait l'exact inverse, mais alors ici je trouve que tout le monde joue comme des patates. Je sais pas ce qui s'est passé exactement, parce qu'en plus c'est Pierre Ninet, c'est un acteur qui joue extrêmement bien. Tous les acteurs sont plutôt bons en général. Loup Delage, André Dussolier, c'est des mecs qui sont bons en général, et une nana qui est bonne en général. Et j'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'ils arrivent à avoir. C'est comme quoi vraiment le réalisateur peut tout faire sur une performance d'acteur, soit la faire, soit la défaire complètement. Et là, je trouve qu'il l'a défaite. Je crois qu'il a voulu leur faire prendre un ton trop plat, trop froid, trop thriller, on va dire, trop mystérieux. Et que au final ça marche pas du tout, tu sens que les intonations de phrases sont pas bonnes, tu sens que c'est pas naturel. Mathieu, j'ai besoin de connaître l'enchaînement exact des événements. C'est bon, c'est exploitable. T'as pu avoir accès aux données à Cars et à la trajectoire? Ouais, l'appareil a piqué rapidement, ça a été très brutal. J'ai vu que vous aviez signalé des problèmes de gouverne sur le 800. Ce que t'as fait, tu l'as fait pour toi. T'es prêt à marcher dessus pour prouver tes délires. Même dans les circonstances, ça devrait être naturel, genre il y a des soirées avec la boîte qui engage le Loup Delage. Son personnage s'appelle Noémie, et elle est censée être ultra décontractée en soirée, et tu vois qu'elle est censée jouer ça, quoi. Mais dans sa voix, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui fait faux, il y a quelque chose qui fait trop répété, trop modulé par un réalisateur, ou qui lui dit fais ça exactement comme ça, et au final ça rend un truc qui me semble pas du tout réaliste. Et je pense que c'est un des trucs qui fait que j'ai du mal à entrer dans le film, c'est que je trouve que les performances sont pas folles. Celui qui joue le mieux, c'est Olivier Rabourdin, mais qui a un peu cette habitude de jouer un peu en sous-jeu et être assez monotone, et qui fait souvent des trucs comme ça, mais qui arrive aussi à s'énerver quand il le faut. C'est un très bon acteur. Et lui, ça correspond beaucoup plus à son jeu, ce qu'on lui demande de faire, et je trouve que ça correspond pas au jeu des autres. Je trouve qu'il y a un truc qui a du mal à passer au niveau des performances d'acteurs. Un des petits trucs que j'ai trouvé sympathique pour le coup au niveau à la fois de l'histoire et de la mise en scène, c'est qu'il y a un énorme travail du son, évidemment, puisque c'est basé sur l'écoute des boîtes noires, et tu sens qu'il y a un travail énorme pour qu'on entende très distinctement les différences sonores dans toutes les situations. À chaque fois qu'on rentre dans une pièce, les ampoules bourdonnent avec un son différent. T'as le son du néon dans un garage, t'as le son de la lampe de chevet dans un bureau, t'as le son des lumières chez eux. Tu sens vraiment que t'as une différence très très claire. L'ingé son, il a dû s'éclater à prendre tous ces sons seuls dans le tournage, à mettre son micro juste à côté de l'ampoule pour avoir le bon vomissement du truc. Mais ouais, tu sens qu'il y a vraiment un énorme travail pour que les ambiances soient toujours très différentes. Et tu sens les passages d'une ambiance à l'autre. Tu vois les moments où, par exemple, t'as un petit bruit de fond de base, et le personnage met son casque sur ses oreilles, et d'un seul coup, le son devient complètement étouffé, devient complètement silencieux. Parfois, on entend même sa respiration ou ses pulsations cardiaques en dessous, tellement on est censé être dans le son qui est intérieur à lui. Et c'est en ça, d'ailleurs, que je trouve que ça ressemble vachement au travail du son qui a été fait dans Le Chant du Loup, mais en même temps, ces deux films sont basés sur la même chose, l'analyse du son. Mais c'est vrai que là, il y a un travail qui est assez fou qui est fait là-dessus. Il y a des moments où il est dans un couloir, dans une pièce qui est plutôt insonorisée, il ouvre la porte, et d'un seul coup, t'as tous les bruits d'ambiance de la salle, avec en plus la panique parce que c'est le moment où il y a eu le crash, etc. Et donc d'un seul coup t'es submergé de son, un peu comme le personnage.
Et puis il y a tout le travail qui est là quand il est agressé justement par le son. T'as l'impression qu'il a un peu des acouphènes, t'as des sifflements qui commencent à venir un petit peu dans ses oreilles. Cela dit, je trouve que c'est bizarre qu'on l'aborde jamais très clairement en fait dans le film. Tu sens qu'il a un problème d'acouphènes ou d'hyperacoustie, mais c'est jamais traité. Il y a jamais un moment où quelqu'un dit qu'il a ce truc-là particulier par rapport au son. Et tu vois pas ce qui pourrait créer ce problème. Peut-être que c'est parce qu'il est constamment avec un casque sur les oreilles, mais je sais pas. Il y a un truc qui est pas trop abordé par rapport à cette question-là et qui me semble un peu évincé du film. Et j'aurais bien voulu qu'on en parle un petit peu plus. Mais du coup, ouais, il y a un travail comme ça au niveau du son qui est assez fou et qui m'a fait penser pour le coup. Alors le réalisateur dans le dossier de presse et André Dussolier en parlaient tous les deux. Ça leur faisait penser à Conversation secrète de Francis Ford Coppola. Moi, pour le coup, ça m'a beaucoup plus fait penser à Blowout de Palma, qui est un film qui lui aussi met à fond l'accent sur l'analyse du son. C'est un mec qui analyse l'enregistrement d'un crash qui a tué un politicien très connu, un truc dans ce genre-là, qui lui fait comprendre ce qui se passe, du coup, comment est-ce que la voiture a perdu le contrôle. C'est un film qui est assez intéressant à ce niveau-là, et j'ai retrouvé quelques trucs de ce film-là dans Boîte Noire. Et c'est vrai que je trouve que le travail du son est vachement intéressant, notamment par exemple au début du film, tu commences, tous les crédits apparaissent au-dessus du doux vrombissement de l'avion qui est en vol. N'importe qui a pris l'avion reconnaît ce bruit immédiatement. Et c'est vrai que du coup tu sens un travail du son qui est vachement intéressant. Il y a un truc qui m'a beaucoup fait rire d'ailleurs en termes de son, c'est que apparemment le BEA utilise le même programme que moi pour traiter le son, en fait, que le son que je tourne avec mon petit micro là, j'ai toujours un traitement parce que faut que je gomme un petit peu le bruit de fond parce que j'enregistre avec un volume assez bas pour éviter qu'il y ait trop d'écrêtement dans l'enregistrement. Et puis là, par exemple, j'ai la climatisation qui en marche parce qu'il fait encore 30 degrés aujourd'hui quand je tourne cette vidéo. Donc, du coup, faut atténuer les bruits de fond. Et du coup, j'utilise le même programme, j'utilise RX Audio Editor, qui est le programme qu'il utilise pendant tout le film. Donc, du coup, c'est rigolo. Je voyais mon programme dans le film, c'était assez marrant. Et c'est un programme qui est d'ailleurs, il me semble, utilisé également par les professionnels du cinéma pour traiter le son après le tournage. Donc voilà, ça m'a fait marrer comme anecdote, c'est tout. En termes de réalisation, le truc, j'avais vachement entendu parler qu'il y avait beaucoup de plans séquences dans ce film. Et finalement, il y en a vraiment qu'un de très marquant qui est celui de l'intro en fait. Le premier plan du film, c'est un plan qui est assez génial parce que ça démarre du coup dans le cockpit de pilotage et la caméra va commencer un travelling arrière et reculer jusqu'à passer dans toutes les allées de l'avion, de la première classe jusqu'à la classe économique, jusqu'au fond de l'avion, jusqu'à passer à travers les grilles donc là pour du coup il y a une transition en image numérique, jusqu'à arriver dans, j'ai envie de dire la soute, mais c'est pas la soute parce que c'est pas là qu'il y a les bagages, mais le local technique de l'avion on va dire. C'est là où sont stockées du coup les boîtes noires et la caméra va se fixer sur les boîtes noires et on ne va pas voir du coup ce qui se passe dans l'avion, on va juste entendre le son en étant la caméra fixée sur la boîte noire, ce qui est aussi un moyen de faire la séquence de crash de façon beaucoup plus économique et beaucoup plus dans le budget d'un film français, mais du coup, c'est géré avec quelque chose de créatif au niveau de la mise en scène, avec ce long plan séquence qui nous fait démarrer au cœur de l'action et en partir petit à petit pour garder du coup le mystère jusqu'à la fin du film sur qu'est-ce qui s'est passé véritablement. Et nous, on nous concentre sur des choses qui sont accessoires, qui sont du coup les boîtes noires. Il y a d'autres plans qui sont un petit peu intéressants dans le film. Il y a une transition notamment qui est intéressante où on passe d'un plan zénital sur une boîte noire, la caméra rentre à l'intérieur et puis on ressort dans un cockpit de simulateur d'avion. Je dois admettre que je trouve pas ça particulièrement pertinent en termes de transition parce que c'est pas le cockpit qui reproduit ce qui s'est passé véritablement du coup dans le crash. C'est un simulateur quelconque avec le personnage de Pierre Ninet qui est en train de faire un test. Je trouve que du coup il y a pas vraiment de lien entre les deux scènes et que ça me paraît bizarre de les lier comme ça à travers ce plan. Mais c'est toujours plus réfléchi que de faire un simple cut d'une scène à l'autre et du coup ça pour le coup c'est pas mal. Mais c'est vrai que en dehors de ça, j'ai pas vu particulièrement de travail de plan séquence intéressant. Il y en a un qui est pas mal aussi, une transition entre lui qui est en train d'écouter ce qui se passe dans l'avion et puis il se projette finalement dans l'avion lui-même et la caméra du coup en un seul plan avance vers son visage et fait la transition vers l'autre situation, la situation qu'il s'imagine dans sa tête. Pour le coup ça c'était très joli et c'est tout à fait justifié artistiquement et dans la narration du film etc. Donc là rien à redire. Mais c'est vrai que c'était un des rares plans séquences du film et que j'avais l'impression qu'il y en avait plus que ça. En tout cas, on m'en avait vanté plus que ça dans ce que j'avais vu du matériel promo. Mais le film est très bien réalisé en général, même s'il y a pas on se concentre pas à fond sur des plans séquences, c'est pas du tout obligatoire. Le film a beaucoup de scènes de plans qui sont très intéressants, des plans qui sont très esthétiques, très bien filmés. Il travaille beaucoup d'ambiance. On va notamment avoir toute une scène où on va couper assez longtemps avant de récupérer le personnage sur une fenêtre sur laquelle il y a de la pluie, la fenêtre de sa voiture, je crois, juste pour installer une ambiance particulière, sans sentir qu'on a une ambiance un peu pesante avec un silence ou plutôt le travail de la pluie sur la vitre. Pour installer une ambiance particulière et ensuite avoir le personnage qui débarque et qui rentre à l'intérieur de sa voiture et qui écoute un message, etc. Tu sens qu'il y a une ambiance qui est assez travaillée par rapport à ça. Et puis il y a des cadres qui sont assez jolis, notamment il y a plusieurs plans sur le bureau du BEA, je suppose que ce sont les vrais, qui est un bâtiment qui est assez sympathique parce que c'est un bâtiment de base et ensuite t'as une partie qui est plutôt creuse
avec 2 espèces de rampes qui délimitent les autres étages sur les côtés. Donc ça fait une sorte de U, si vous voulez, vu du dessus. Mais où il n'y a pas un U complet parce que c'est pas totalement creux au milieu, il y a un autre étage, mais du coup ça fait une forme qui est assez jolie, et quand c'est bien filmé, bien centré depuis au milieu, etc., tu vois du coup le bâtiment qui arrive sur les côtés de l'image. Ça fait un plan qui est assez joli et qui est très bien cadré. Il y a un très joli plan aussi où il arrive à l'aéroport du Bourget, qui est là où il y a le bureau du BEA, je crois, mais de l'autre côté, et il y a un très beau plan où il utilise très bien le cinémascope, avec d'un côté les lettres en néon ou en, je sais pas, un truc quelconque qui brille, du Bourget qui est marqué sur le bâtiment, et de l'autre côté, en bas, t'as Pierre Ninet qui est dans sa voiture et qui débarque, et du coup, tu le vois, qui est assez petit, dépassé par le bâtiment, etc. Ça colle bien à la scène qui va venir ensuite. Il tire totalement parti des différents hangars dans lesquels il va tourner certaines scènes, avec des beaux plans sur l'avion qui occupent absolument tout le cadre. Il y a des jeux avec l'ouverture de portes qui recadrent certains des personnages, notamment celui de Pierre Ninet. Il y a une scène de réunion dans un bureau qui joue sur un très beau contre-jour entre la salle dans laquelle on a éteint les lumières, mais il y a d'énormes fenêtres du coup qui donnent sur le tarmac de l'aéroport. Tu te dis, si vraiment vous éteignez les lumières, a priori vous tirez aussi les rideaux pour que la pièce soit bien dans l'obscurité, que vous voyez bien ce qui est projeté sur votre mur. Mais du coup, comme on est dans un film, on a envie que ce soit beau et esthétique, donc on laisse les fenêtres sur le tarmac et on joue sur ce contre-jour entre le fond très éclairé et les personnages qui sont dans l'ombre. Il y a aussi beaucoup de jeux sur les fenêtres dans l'appartement des personnages de Noémie et de Mathieu. Et c'est un de ces appartements où un truc assez bizarre. J'en ai déjà vu dans les sites de vente en ligne, parce que je cherche toujours un appartement. Si un jour j'arrive à me barrer d'ici, il y a des appartements avec des fenêtres qui donne dans la salle de bain. Quel genre de voyeur a conçu un appartement dans lequel t'as une fenêtre pour donner sur la salle de bain? Bon, certaines fois, là pour le coup, c'est une fenêtre opaque, par exemple, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre. Mais t'as beaucoup de jeux sur les fenêtres comme ça. Il y a aussi une porte qui est entre la chambre et le salon, et il y a tout un tas de, tu sais, le verre a des espèces de tubes. C'est pas des tubes, mais il y a des lignes qui sont taillé en relief sur le verre, et du coup ça crée tout un tas de déformations des reliefs, et donc c'est quelque chose qui est assez joli. Et puis même ils ont une grande baie vitrée qui donne sur je sais pas quel quartier, c'est peut-être la Défense, un truc dans ce genre, parce qu'il y a beaucoup de grands immeubles et de grandes lumières, mais du coup ça fait des plans qui sont magnifiques quand il y a de la lumière à l'extérieur en pleine nuit. Ça fait tout un tas de taches colorées de partout, du jaune, du rouge, du vert, etc. Ça fait des plans qui sont très jolis et qui utilisent très bien le bokeh, la forme, la déformation du flou, pour créer des images qui sont très jolies avec ce travail de la lumière en arrière-plan. Il y a aussi un très bon travail des travelling rotatifs pour les moments où le personnage est complètement débordé et dépassé par la situation, où la caméra tourne autour d'un bureau avec tout un tas d'écrans. T'as l'impression que la caméra est très 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 proche de l'écran, ce qui est sans doute grugé pour réussir à faire le plan, mais tu sens très bien la tourmente du coup du personnage avec ces travelling rotatifs. Il y a quelques plans sur ses oreilles aussi qui sont intéressants. Le film s'ouvre et se ferme sur un gros plan sur l'oreille de Mathieu qui en sort ou qui en rentre du coup au début et à la fin. Alors c'est pas exactement le premier plan et le dernier plan, mais on encadre du coup une partie de l'histoire avec des gros plans sur ses oreilles. Il y a aussi un bon traitement de la narration visuelle. Il y a un moment où Pierre Ninet se rend du coup chez une des victimes pour obtenir un témoignage et un message qui a été enregistré au moment du crash de l'avion pour essayer d'avoir des indices en plus. Et au lieu de nous dire que c'était un couple marié avec des enfants, on filme simplement le mec en train d'être interviewé par Pierre Ninet. Et à la fenêtre, on voit du coup qu'il y a 2 enfants qui sont en train d'attendre dans le jardin, et donc sans qu'on ait jamais besoin de nous le dire, on comprend du coup qu'il y avait une vie de famille complète, que du coup il y a une famille qui était brisée par ce crash, et on voit du coup à quel point ça peut atteindre le personnage de Pierre Ninet de se dire il faut que je trouve la vérité pour ces gens-là, ne serait-ce que ça, pour cette famille qui a été détruite, il faut que je sache ce qui s'est passé pour de vrai. Donc tu comprends un peu les raisons de son obsession. On filme aussi la cendre de la cigarette du mec qui tombe sur ses genoux, il s'en rend même pas compte, il s'en fout parce que tu vois que le mec est détruit. Pour le coup, là, il y a une très belle narration visuelle également. Il y a un très beau plan qui se débule à un moment où le personnage se renverse pour faire quelque chose sur le côté. Il y a un plan qui est un peu étrange, mais que je trouve intéressant, où on filme un mec qui est en train de taper sur le clavier de son ordinateur, mais d'en dessous, depuis la carte informatique de l'ordinateur, qui est en train de, donc tu vois les touches en transparence en dessous de la carte en silicone. C'est assez intéressant étant donné que le film, du coup, se penche beaucoup sur les technologies, d'avoir cette insistance du coup sur comment est-ce que la technologie transcrit ce que tu tapes sur ton clavier jusqu'à l'écran. Pour le coup, c'est plutôt bien foutu. Et puis on a un petit plan final qui est très joli sur un tarmac d'aéroport avec un ciel très gris, mais avec un coucher de soleil au fond, donc ça fait une lumière dorée qui perce à travers les nuages, etc. Donc ça fait un plan qui est assez magnifique et une belle séquence de fin. Et puis il faut admettre quand même que c'est relativement bien écrit, notamment en termes de semer les indices de façon indicible. Il y a plein de choses qui te sont dites dans le film. Bon, il y en a plein qui sont dites où tu sais que ça va avoir une importance parce que tu dis c'est bizarre qu'on te concentre ton attention là-dessus alors que ça paraît pas très important à la base, donc tu sais que ça va revenir un peu après. Mais t'as des trucs qui sont passés, mais genre vraiment qui glissent discret quoi, et t'as pas du tout l'impression que ça pourra revenir ensuite. Et pourtant il le fait revenir ensuite. Pour le coup, il y a quand même quelque chose qui est plutôt bien foutu à certains moments dans l'écriture.
Mais il y a les petits retombements vers la fin qui sont un petit peu farfelus, et puis le jeu d'acteur qui, à mon sens, est pas là. Donc il y a du bon et du mauvais dans cette boîte noire. Si ça vous intéresse et si vous aimez les thrillers, je pense que vous pourrez trouver votre bonheur. Mais personnellement, j'ai pas été totalement convaincu. Mais c'est vrai que c'est plutôt de qualité et c'est intéressant et c'est une proposition qu'on n'a pas souvent dans le cinéma français. Donc, tant qu'on l'a, autant en profiter. Mais c'est vrai que je vous recommande pas extrêmement chaudement non plus. Ah oui, j'avais une petite question aussi avant de finir le vlog. Une des boîtes de prod qui a produit le film s'appelle WY Production, et je me suis demandé si c'était à tout hasard, c'était parce que les mecs étaient fans de Alien et qu'ils avaient appelé ça en référence à la Véland-Yutani, qui est la société de Alien. Donc voilà, juste un truc que je lâche comme ça, au cas où, si jamais vous êtes au courant, si vous avez des contacts dans le milieu, etc. Dites-moi si à votre avis c'est pour ça. Mais je trouve que c'est pas anodin, que ce soit WY. Il y a un truc, bon, ça peut être Why, mais il y a déjà une boîte de production qui s'appelle Why Not. Enfin, je sais pas. Il y a une référence derrière ce type de production. Mais bon, c'est mes petits délires à moi. C'est juste, je me pose la question. Les boîtes de production ont des noms qui sont parfois trouvés de façon un peu absurde, genre, je sais pas, il y a une boîte qui pourrait s'appeler 1, 2, 3 Productions, et c'est parce que le siège de la boîte est au 123 rue quelque chose, un truc dans ce genre-là, et les mecs, ils cherchent des noms un peu n'importe où pour les boîtes de prod. Faut dire qu'il y en a qui se créent et qui tombent régulièrement, donc, au bout d'un moment, faut être créatif au niveau des noms. Mais là, je me posais la question par rapport à WY Production. Il y a l'air d'avoir une petite allusion. Même le logo ressemble un peu à celui de la Véland-Yutani. Bon, bref. Voilà. Voilà pour ce que je pouvais dire sur Boîte Noire. Prenez soin de vous. Allez voir des films. Ciao!